pour collecter des données démographiques et socio-économiques visant à améliorer la planification du développement. Dans la province de l'Est hier, le coup d'envoi s'est déroulé au gouvernorat. Dépendance à l'importation, coût très élevé des matériaux locaux entre construction et se loger dignement au Gabon. Le rêve s'éloigne de plus en plus. La construction au Gabon est particulièrement onéreuse. C'est le dossier de ce 13h. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, recevait en audience hier au palais présidentiel du bord de mer de Libreville le ministre d'État émirati au commerce extérieur, Thani bin Hamad Al Ziaoudi, en visite de travail au Gabon. Les échanges de cette rencontre avec Roland Rogombe, Bartel Boisse, Armand Moupende, bienvenue Minko Communication présidentielle. Cette rencontre intervient dans le prolongement de la récente visite officielle du chef de l'État à Abu Dhabi. Une visite au cours de laquelle plusieurs accords stratégiques de partenariat ont été signés entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le président de la République gabonaise lors de notre visite d'affaires au Gabon cette semaine. C'est à la suite de sa visite il y a 2 semaines aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, nous commençons l'implémentation des discussions entre les 2 leaders. Nous voulons construire un partenariat commercial solide. Le chef de l'État a réaffirmé la volonté du Gabon d'inscrire cette coopération dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale axée sur la diversification et la création d'emplois. Concernant le commerce hors pétrole, nous avons atteint 320 millions d'euros l'année dernière. Et nous savons qu'à partir de ces engagements, ces chiffres augmenteront grâce à la signature des accords de partenariat qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Il s'agit des investissements dans les secteurs comme le logement, les ports, la pisciculture, l'agriculture, l'énergie, le gaz, le transport. Tout cela a été discuté directement avec les équipes techniques et les autorités compétentes ici au Gabon. Le ministre émirati a salué le climat des affaires au Gabon ainsi que les réformes engagées en faveur de l'attractivité économique, réaffirmant l'engagement des partenaires émiratis à accompagner le pays dans ses projets structurants. Je suis sûr que nous allons commencer dès maintenant l'implémentation de ces discussions. Le message du président de la République gabonaise a été très clair. Nous devons être très pragmatiques. Nous devons nous déployer rapidement dans l'intérêt de la population gabonaise. En recevant le ministre du Commerce extérieur émirati ce jour, le président de la République a réaffirmé l'ambition du Gabon de bâtir des partenariats stratégiques solides capables d'accélérer la modernisation du pays et de positionner durablement le Gabon comme un hub économique attractif en Afrique centrale. La 9e réunion des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains s'est tenue au Caire, en Égypte. Il y a quelques jours, plusieurs points majeurs ont été examinés au cours de ce forum judiciaire continental. Le Gabon a été représenté par Dieudonné Abaono, président de la Cour constitutionnelle gabonaise. Plus de détails dans cette communication de la Cour. On regarde. Les participants ont partagé leur expérience respective, démontrant les similitudes et les spécificités de leurs prestigieuses institutions. L'occasion a été saisie par le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Dieudonné Abaono, de communiquer avec ses pairs la transition politique que son pays, le Gabon, a traversée de 2023 à 2025 et de présenter le rôle déterminant que la Cour constitutionnelle de la transition a su jouer. Nous avons essayé d'instaurer ou d'inaugurer un concept, celui du dialogue des institutions avec les administrations pour éviter des difficultés, pour éviter des immixtions ou des critiques à l'égard de la Cour.
il n'a pas toujours été facile de censurer les textes. C'est souvent mal vu. Nous étions en période transitoire. La Cour constitutionnelle pouvait ressembler à une institution qui censurait systématiquement des textes. Alors nous avons demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre les institutions, le gouvernement. Nous avons même offert nos services pour servir le conseiller en amont, au lieu de publier des textes au journal officiel qui soient éventuellement censurés. À l'issue de ces 2 jours de travaux intenses fondés sur la justice constitutionnelle, une déclaration commune a été publiée dans laquelle les participants réaffirment que l'indépendance de la juridiction constitue un droit fondamental de l'homme, que l'essence de l'indépendance de la juridiction réside dans la capacité des juridictions à trancher les litiges qui leur sont soumis avec justice et impartialité. Enfin, les juges sont inamovibles et jouissent de la garantie de maintien dans leurs fonctions jusqu'à l'âge de la retraite ou l'expiration du mandat prévu par la Constitution. Et je vous l'annonce en titre, le processus du recensement général de la population des logements entre dans une étape décisive. Après plusieurs semaines de préparation, la phase pratique est officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national pour le compte de la province de l'Est. Hier, la cérémonie de lancement s'est déroulée au gouvernorat de la dite province. Le résumé de cette activité avec Jean-Augustin Zingui et Pierre Claverella. L'opération de recensement général de la population des logements du Gabon peut désormais débuter dans sa phase pratique. Le recensement n'est pas une simple opération statistique. Il constitue un acte fondamental de souveraineté, un outil stratégique de planification et un levier essentiel pour le développement économique, social, culturel de notre pays. Sur le terrain, les équipes mobilisées auront pour mission de collecter des données indispensables destinées à éclairer la prise de décision au plus haut sommet de l'État. Ces informations guideront les politiques en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'infrastructure, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Outils à l'issue des 3 semaines de formation, 5004 agents seront déployés à l'échelle nationale pour mener à bien cette vaste opération statistique. Je vous invite à accomplir cette mission avec engagement, intégrité et dévouement. Votre travail contribuera directement à bâtir un Gabon plus équitable, mieux organisé et tourné vers la félicité, prônée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Toutes les populations vivant sur le territoire national, qu'elles soient gabonaises ou étrangères, sont donc massivement appelées à participer à cette opération qui se déroulera simultanément dans les 9 provinces du pays. Entouré des équipes de la NUTTC, de l'AGEOS et des agents de la conservation foncière du Gabon, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a procédé au lancement de la phase de test de régularisation foncière. L'événement grandeur nature a permis à Maïs Mouissi de toucher du doigt les réalités auxquelles feront face les agents qui seront déployés sur le terrain. C'était également l'occasion pour le ministre d'échanger avec quelques personnes du 3e âge afin d'expliquer à ces derniers le bien fondé de cette action. Le point avec Arnaud Baboukou et Justin Janna Chéli Mania dans notre rédaction. Le processus de régularisation foncière de mars franchit une étape décisive avec le lancement de sa phase de test. Cette étape pilote a réuni les principales entités impliquées, notamment l'ANUTTC, l'AGEOS, la conservation foncière du Gabon ainsi que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. L'objectif est d'évaluer concrètement le déroulement de l'opération sur le terrain et de vérifier la coordination des équipes déployées dans l'identification et la régularisation des parcelles occupées de manière irrégulière. Au cours de cette phase, une présentation détaillée des zones concernées a été faite à partir de plans cadastraux mettant en évidence les habitations empiétant sur le domaine public. Les équipes ont également présenté les moyens techniques mobilisés, notamment le drone Trinity équipé d'un capteur optique destiné à la cartographie urbaine de précision. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre s'est rendu sur le terrain aux côtés des équipes techniques. Cette visite lui a permis d'observer les opérations en cours et d'échanger avec les populations afin d'expliquer
les enjeux et le bien fondé de l'action engagée. Je suis venu pour lancer officiellement cette opération et pour appeler l'attention de nos compatriotes pour que ceux-ci se montrent disponibles, préparent leurs éléments de dossier pour qu'on puisse avancer sur cette affaire de régularisation foncière. Après cette phase de test, la phase de régularisation proprement dite interviendra dans les prochaines semaines. Pendant plusieurs mois, les équipes sillonneront le Grand Libreville ainsi que l'arrière-pays pour identifier, sécuriser et régulariser les situations foncières à travers le pays. Cette opération vise à assainir l'occupation des sols, sécuriser les droits des citoyens et renforcer l'aménagement urbain durable au Gabon. À Libreville, construire sa maison coûte aujourd'hui bien plus cher qu'il y a quelques années. Entre la flambée des prix des matériaux de construction et les chantiers à l'arrêt ou abandonnés, le rêve immobilier s'éloigne progressivement pour de nombreuses familles. Rodrigue Moukanzanza et Paul Jessica Nkol-Doutoum ont fait le constat pour vous. On regarde. Construire sa maison, un projet de vie pour beaucoup de Gabonais. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans plusieurs quartiers de Libreville, pilulent des chantiers inachevés, témoignant ainsi des difficultés rencontrées par les particuliers. Dans les quincailleries de la capitale, les prix ont connu une hausse significative. Depuis un certain temps, la majorité des clients qu'on reçoit ici se plaignent que les matériaux de construction coûtent cher, notamment le fer, le bois, le ciment, les toolbags. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est l'État qui a homologué les prix. Par exemple, le prix du fer ou le ciment ou les toolbags, ça a été homologué par l'État. Donc ce sont ces prix-là qu'on applique. Bon, c'est dû aussi à l'avènement du corona, parce que quand le corona est arrivé, il y a eu une flambée complètement des prix. Les prix ont augmenté, et après ça a eu du mal à rebaisser après le corona. Même constat du côté des constructeurs et des particuliers. Beaucoup affirment avoir suspendu leurs travaux, faute de moyens. À l'époque, la brique coûtait 100 francs. C'est comme le sac de ciment aussi. On avait dit que le sac devait coûter 4 900, mais toujours à 5 000. On doit diminuer la ferraille, le sable, puisque le sable on ploie dans nos carrières, le gravier on le casse dans la carrière. Maintenant, tout ce qu'on vend pour les planches, c'est le bois du Gabon, donc ceux qui ont des scieries doivent diminuer les prix. Résultat, des projets retardés, des maisons abandonnées et un secteur du bâtiment sous pression. Pour les populations, la question du logement devient donc une équation difficile à résoudre dans un contexte général marqué par la vie chère. Entre augmentation des matériaux et baisse du pouvoir d'achat, bâtir sa maison à Libreville relève désormais du parcours du combattant. Une situation qui interpelle aussi bien les professionnels du secteur que les pouvoirs publics. La construction au Gabon est particulièrement onéreuse. Qu'est-ce qui justifie cela? Nathalie Oké et Jérôme Yindou nous répondent. Suzanne et Maman Flore, toutes deux, exercent comme commerçantes de produits frais au Carrefour Coët dans le 6e arrondissement. Ces deux compatriotes nourrissent le rêve de devenir propriétaires d'un logement. Ce rêve de la propriété est encore qu'au stade de vision. Et si on nous donne aussi coup de main, ça nous arrange. Je rêve d'avoir quelque chose de grandiose à part ce que je suis en train de faire là. J'ai déjà un sous-bâtiment, j'ai commencé, mais il me manque de terminer, de monter. J'avais conçu, étant petit aussi, moi j'ai fait la maison de calbo comme ça, en planche. Mais à ce moment-là, en dur. C'est dur aussi pour construire la maison d'en dur. En poursuivant notre tournée, nous tombons sur ce patriarche, la soixantaine révolue, à la retraite, lequel est parvenu à matérialiser le sien. Il nous donne quelques secrets. Dès que j'ai terminé mes études, j'avais commencé à travailler. La famille commençait déjà à s'agrandir. Il fallait que je prenne mes dispositions, mettre de côté des petits moyens chaque fin du mois. 15 000, 20 000, j'ai pu réaliser ça en 20 ans. Je crois à ma lucidité d'esprit. Les conditions de vie sont quand même dures, mais n'empêche que nous pouvons quand même essayer. Je vous prendrai un exemple. Celui qui va dans un bar avec 10 000, 20 000 francs, si vous convertissez ces 10 000, 20 000 francs en parpaing, vous verrez ce que ça pourrait vous donner par jour. Pour ce doyen, même si l'État met en place le processus d'accès à la propriété de nos jours, certains jeunes peuvent se lancer dans ce rêve en ayant des priorités. Mon papa n'avait pas de bicoque. J'ai pensé à ça. Quand je vais dans mon village, je ne peux plus rester dans la même maison.
C'était une maison de 3 chambres, en terre battue. Je constate que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas tellement ce sens-là. Donc, je demande aux enfants de prendre conscience de toutes ces situations-là, qui ne doivent pas se contenter de la vie ambiante pour construire leur vie. Ça ne mène nulle part. Avec le coût élevé de la vie, beaucoup croient en l'avenir et au rôle de l'État qui consiste en la viabilisation de parcelles, la construction de logements sociaux, l'allègement des coûts des procédures administratives pour que chaque Gabonais soit enfin propriétaire de son habitation. Et vous le savez, un communiqué a été rendu public sur nos antennes où le ministère de l'économie chargé de la lutte contre la vie chère réaffirmait l'engagement du président de la République à lutter contre la vie chère en suspendant les taxes douanières à l'importation sur certains produits de grande consommation pour une durée de 6 mois. À quoi doit-on s'attendre réellement? À quand l'application de cette mesure qui constitue un offre de soulagement pour les opérateurs économiques et les consommateurs? Tentative de réponse dans cette analyse de Esmine Kayumba, Gaius Belé Ovono. Cette décision sonne comme une réponse à un cri d'alarme lancé par la population qui ne cesse de constater la hausse des prix sur le marché. La suspension provisoire des prélèvements des droits et taxes à l'importation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance de scanning sur les produits alimentaires et certains matériaux de construction va alléger un tant soit peu le panier de la ménagère pendant une durée de 6 mois. D'aucuns diront pourquoi 6 mois et pas plus? Pourquoi ces produits et pas d'autres? Où en est-on avec la dernière mercuriale des prix? Autant de questions qui trouveront certainement des réponses dans les jours à venir. Mais en attendant, que dit réellement ce communiqué? Eh bien, en français facile, et si nous l'avons bien compris, il s'agit d'alléger les taxes douanières aux importateurs des produits tels que la viande, la volaille, poissons, conserves, riz, pâtes alimentaires, le sucre, l'huile importée, les produits laitiers ainsi que les matériaux de construction tels que le fer à béton, le ciment, le gravier et le sable. Pour les derniers cités, malgré la baisse de leurs coûts, il semblerait que les Gabonais soucieux de s'approprier un logement décent ne s'en sortent toujours pas. Et au moment où l'on parle de l'octroi des titres fonciers aux populations à un prix forfaitaire, quoi de mieux que cette mesure? À travers cette décision rendue publique, le chef de l'État réaffirme à la population gabonaise qu'il a une oreille attentive à leurs cris de détresse. L'arrêté pris en attendant la mise en place progressive de la centrale d'achat constitue un pas de plus vers la lutte contre la vie chère. La grève des enseignants a occasionné la suspension des cours à l'INPETIC. De ce fait, le ministre de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation a reçu en audience ces enseignants et les échanges ont porté sur les revendications ayant conduit à l'arrêt des activités au sein de l'INPETIC. Compte rendu de l'audience avec nos reporters Esmine Kayumba, Prestine Goueman. Soucieux du climat qui prévaut à l'INPETIC, le ministre de l'économie numérique convie le personnel administratif à la table des négociations. Il s'est agi de comprendre et mettre en place des mécanismes pour une reprise des activités au sein de cet établissement. Il y a eu une rencontre peut-être, on va dire 4 jours après le préavis parce qu'il fallait recueillir les informations parce qu'il était parmi les revendications, il y avait la situation et dossiers d'intégration. Donc il fallait notamment contacter la DCRH, mieux comprendre où est-ce qu'étaient ces dossiers-là. Et effectivement, le travail a été fait avec la DCRH et la DCRH a pu finalement identifier où sont ces dossiers et ces dossiers sont effectivement en cours de traitement. Sur la table, plusieurs revendications parmi lesquelles les arriérés de salaire. Nous avons l'absence de grille salariale, nous avons l'absence de cotisation CNSS et l'absence également d'assurance maladie et tous ces éléments-là qui sont mis en lumière par le personnel. Monsieur le ministre nous a rassurés dans les plus brefs délais et
trouvera gain de cause à notre situation. Très attentif aux préoccupations posées, Marc-Alexandre Doumba, le ministre de l'économie numérique, s'est voulu rassurant quant à la volonté du gouvernement d'apaiser les tensions sociales. Il a d'ailleurs invité le directoire de l'INPETIC à reprendre les discussions afin de trouver des solutions aux différentes revendications. Et de son côté, le ministre de l'Industrie, Maître Lubin Toutoum, était en visite de terrain à Lambaréné. Le membre du gouvernement était au complexe industriel de Lambaréné où il est allé s'imprégner et toucher du doigt le processus de transformation d'huile de palme et du savon. Le gouvernement gabonais tient à encourager et booster les initiatives locales et surtout cet opérateur agricole industriel partenaire de l'État. Yves Malik. Complexe industriel de Lambaréné, le plus important et le plus stratégique du groupe Olam Palm Gabon. Accompagné quelques-uns de ses collaborateurs, le ministre de l'Industrie est ici en visite de terrain. Objectif, suivre de manière rythmée le processus de pollution d'huile et de savon. Voir de mes propres yeux le travail de transformation qui se fait ici sur place. Pour Maître Lubin Toutoum, il est question d'échanger avec les dirigeants du groupe et s'assurer de la conformité des standards industriels. La transformation locale de nos ressources est une priorité de la 5e République. Chaque fois qu'il y a une industrie qui s'installe ou qui est installée au Gabon, nous devons considérer, parce qu'il s'agit d'une exigence du gouvernement de savoir qui fait quoi exactement. L'usine, très moderne, tourne à plein régime. 90% des emplois sont nationaux. Elle couvre 100% des besoins du pays. Avec 100 tonnes d'huile de palme raffinée par jour, 130 000 tonnes de produits exportés, excusez du peu. Des performances jugées encourageantes. Quand on a réussi à créer des emplois, créer de la richesse, donner des revenus à l'État, je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour le directeur général du groupe, cette visite vient appuyer les nombreux efforts consentis. L'idée était donc de montrer à quel point nous étions donc engagés dans la satisfaction des besoins du marché local pour cette partie de notre exploitation. C'est un tiers de la production de Olam Palm Gabon, dans la mesure où 2 tiers sont exportés. Au-delà du symbole, cette descente, le début d'un long périple, renforce l'ambition d'un Gabon industriel qui avance, qui se transforme et qui se dynamise en répondant aux défis actuels. Parlons à présent de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État qui poursuit sa modernisation. Elle a lancé récemment une vaste opération d'identification des retraités, marquant ainsi une étape décisive dans la digitalisation de ces services. L'objectif étant de simplifier les démarches administratives et mettre définitivement fin à l'exigence du certificat de vie. On en parle avec Sheila Mebalé et Guy Serge Dizambou. C'est une révolution pour les pensionnaires de l'État. À travers cette opération d'identification biométrique initiée par la CPPF, les retraités peuvent désormais actualiser leurs données personnelles de façon rapide et sécurisée. J'ai bien passé mon enrôlement, j'ai trouvé ça formidable et franchement, je loue vraiment l'initiative. Installées dans plusieurs bureaux, les équipes techniques procèdent à l'enregistrement numérique des pensionnaires, une étape essentielle pour fiabiliser la base de données. Donc avec ce modèle d'enrôlement, ça va nous faciliter. On n'aura plus à nous déplacer, même si vous voyagez. En tout cas, ça va se passer. Espérons que ça va se passer comme on le veut. Au-delà du confort, pour les bénéficiaires, cette opération vise aussi à renforcer la transparence et à limiter les irrégularités. Alors, depuis ce matin, nous avons lancé la campagne d'identification biométrique de nos assurés retraités et ayants droit. Alors, ça se passe plutôt bien. À ce jour, depuis ce matin, nous avons déjà enrôlé plus de 600 assurés. Le principe, il est simple. Nous avons demandé à nos assurés de venir munis de leur pièce d'identité biométrique. Et pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité biométrique, l'opération se fait également sur la présentation simplement de leur numéro de pension. Et nous faisons une identification manuelle. Avec cet outil, nous n'aurons plus besoin de demander aux assurés de venir sur nos sites faire les mises à jour de certificats de vie parce que les éléments que nous prenons vont directement s'intégrer à leur dossier et au fil de l'eau, les réactivations de pension se feront immédiatement sans besoin de se déplacer. Avec cette initiative, la CPPF confirme son engagement dans la transformation numérique de ses services au bénéfice direct des retraités de l'État.
Le ministère de l'Intérieur, via la Direction générale de la protection civile, a procédé à la distribution de plus de 300 kits alimentaires aux populations sinistrées des 3e et 4e arrondissements de la commune de Libreville. Une initiative qui vise à soutenir les personnes vulnérables et en difficulté sociale. Doris Kronskoulou, du Serge Dizambou. Après les inondations qui ont fait de nombreux sinistrés dans le 3e et 4e arrondissement de Libreville, la Direction générale de la protection civile a revêtu sa veste de bon samaritain en apportant une assistance à plusieurs ménages à travers la remise des kits alimentaires et matelas. Nous sommes dans l'exécution de l'action gouvernementale en matière de gestion des catastrophes naturelles. Comme vous l'avez pu constater dans les semaines du 28 janvier, nous avons eu des grosses inondations dans ces différents arrondissements et nous sommes venus cet après-midi apporter notre soutien aux différents ménages identifiés et on a apporté des kits alimentaires, des kits d'hygiène mais également des matelas. Un accompagnement qui s'inscrit dans le cadre des missions de cette direction du ministère de l'Intérieur. C'est une action gouvernementale déclenchée par les plus hautes autorités, exécutée par le ministère de l'Intérieur via sa direction générale de la protection civile. Les bénéficiaires saluent ce geste de solidarité. Merci, Monsieur le Président de la protection civile. Je te remercie beaucoup. Ça me fait quand même parce que j'ai eu le matelas. C'est le matelas qui me fait plaisir. À travers cette distribution, la Direction générale de la protection civile réaffirme le rôle de l'État dans l'accompagnement et le soutien des populations en cas de sinistre. Sport à présent, le gymnase du lycée national Léomba a servi de théâtre à la finale de la coupe de début de saison de la Ligue de volleyball de l'Est. Hier, opposé à Manga au Vendo, Funny Volleyball s'est offert le trophée sur le score de 3-1 au terme d'une rencontre disputée. Les détails avec Josina Mekam Koulou, Arnaud Mengue, Adeline Abemdo. Paris réussi pour les dames de Feni Volleyball qui sortent pour la 2e année consécutive la coupe de début de saison de la Ligue de volleyball de l'Est hier, en s'imposant 3-7 à 1 face à leur adversaire Manga Ovendo. Écoutez, très déçu parce qu'effectivement on a bien démarré le premier set, on l'a eu d'ailleurs, mais par la suite on a un peu relâché, ce qui nous a causé cette défaite-là. Mais c'est le sport et donc on va continuer à travailler en espérant revenir plus forte. Les joueuses de la société minière avec 630 remportent le premier set, 25-18. Malgré cet échec initial, Feni Volleyball redouble d'efforts, profite de services efficaces et de smash qui leur permettent de remporter la coupe. Du mal à démarrer et après avec les directives que le coach a eu à donner, on a essayé de mettre les choses en place et ça a marché. Un niveau de jeu apprécié par les supporters. C'était vraiment un bon match, très excellent. Ce sont nos grands frères dans le volley. Le match, il était intense et ça nous montre plus que nous devons travailler. Nous devons travailler davantage pour avoir ce niveau-là. Vraiment, ça nous encourage. Et la présidente de la Ligue de volleyball soulignant le spectacle offert par les athlètes. On a eu 2 belles finales de la coupe de début de saison et la saison promet d'être encore plus belle. Les matchs montent en intensité et ça promet. Cette journée qui se déroule en présence de plusieurs visages emblématiques du sport gabonais marque ainsi le coup d'envoi du championnat de la Ligue de volleyball de l'Est hier. Parlons à présent de la rétrospective du cinéma gabonais diffusée au Centre culturel français avec Ruth Mignolet. Sans on regarde. Comment parler de cette rétrospective sans évoquer l'ombre titulaire de Philippe Maury? Dans les tam-tams se sont tus de 1972. Sa silhouette de patriarche du cinéma africain traverse l'écran. Acteur magnétique, réalisateur visionnaire, il reste le premier à avoir compris que le Gabon avait besoin de ses propres images pour exister aux yeux du monde. J'ai pitié de la jeunesse. Elle croit savoir. Elle ne connaît même pas sa propre lumière. À ses côtés, nous revoyons le talent de Pierre Marindon dans Identité. On pense à sa rigueur technique et à sa capacité à transformer Libreville en un plateau de réflexion identitaire. Mais cette rétrospective est aussi une célébration du présent. Si les pionniers ont tracé la route, des figures comme Imunga Ivanga continuent de tenir le flambeau. Avec l'ombre de Liberty, il a prouvé que le cinéma gabonais savait être moderne, urbain et d'une acuité sociale redoutable. Mais vous ne me comprenez pas. L'honneur.
Qu'en faites-vous? Nous célébrons aussi Henri-Joseph Koumba Bididi, dont le regard sur le monde rural et les traditions, dont le singe fou, reste d'une pertinence absolue. Voir ces films aujourd'hui, c'est comme réouvrir un album de famille dont les pages auraient été oubliées sous la poussière. C'est se souvenir de qui nous étions pour comprendre qui nous devenons. L'ambassade de Chine au Gabon a accueilli la fête du Nouvel An chinois marquée par l'année du cheval de feu. Pour cette poursuite des festivités entamées en début février, l'événement réunissait essentiellement les responsables d'associations. Les détails avec Arnaud Monza, Juste Njana, Aristide Imbomo. Cette arrivée de l'ambassadeur de Chine au Gabon, Zhu Ping, marque le début des festivités dans le cadre de la poursuite de la célébration du Nouvel An chinois. Cette fête du printemps qui nous est si chère, elle marque le passage vers la nouvelle cheval. Il symbole puissant du courage, de détermination et de progression vers l'avenir. C'est dans cet esprit que je veux adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. La cérémonie qui réunit les hommes d'affaires chinois, les personnalités gabonaises entre autres, est l'occasion de renforcer les liens d'amitié entre la Chine et le Gabon. La fête du printemps qui est caractérisée cette année par le symbole du cheval nous interpelle et nous emmène à mener une réflexion sur la signification cette année de notre vivre ensemble. Un symbole s'ajoute au cheval, le feu. Le feu qui donne de l'énergie, du courage et de la vitalité. L'association émet donc le vœu que cette année, l'amitié qui existe entre nos deux peuples connaîtra une accélération puissante. C'est donc peut-être cette année le moment d'accélérer les initiatives qui vont dans le sens du renforcement solide, comme un cheval, de notre amitié. La musique traditionnelle chinoise était en bonne place, greffée à la prestation des danses folkloriques du terroir, d'arts martiaux, non sans la remise de présents. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Gabon Première. Au revoir.